Le droit de l'environnement peut malheureusement tuer, surtout lorsqu'on s'oppose à des projets d'urbanisme, des fois malheureusement, on va dire, véreux, puisque je vous parlais de l'enquête et sur l'assassinat suite à l'assassinat en 1994 de la députée UDF du Var, Madame Yann Pia. En fait, il faut revenir le 26 février 1994, la France apprend que la veille au soir, à 20h, la députée du Var, Madame Yann Pia, 44 ans, et a donc été assassinée par arme à feu dans sa voiture. Son décès fait immédiatement la une des médias nationaux. Malheureusement, elle fait partie des 3 parlementaires à avoir été assassinés en France, avec Jean Jaurès en 1914, excusez-moi, et Jean de Broglie en 1976. J'inclus pas Joseph Fontanet puisqu'il n'était plus député au moment de son assassinat, lui aussi toujours non élucidé, en 1980. Alors évidemment, la question que tout de suite s'est posée, qui est derrière cet assassinat? Tout de suite, la piste politico-mafieuse a très vite été envisagée. En effet, malheureusement, le Var a été malheureusement connu à une époque pour ses mœurs politiques, on va dire, douteuses. Il faut savoir qu'en août 1986, un conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui était du même bord politique que Mme Pia, M. Daniel Perrin, avait déjà été assassiné dans des conditions toujours non résolues. En effet, politiciens corrompus, hommes d'affaires douteux et mafieux entretiennent des lésions, pour reprendre le titre d'un célèbre roman de Chauderlot de Laclos, dangereuse. Le choix d'ailleurs pour Yann Pia de s'établir dans ce département du Var n'était pas anodin. En effet, né à Saïgon, alors en Indochine française en 1949, d'une mère auxiliaire militaire et d'un père reconnu, Yann Pia avait été placé à l'âge de 7 ans dans une famille à Saint-Raphaël, donc dans le Var. Filleul de Jean-Marie Le Pen, il lance Yann Pia en politique, qui rejoint donc le Front National à la fin des années 1970. Elle a d'ailleurs été candidate pour ce parti d'extrême droite aux élections législatives, donc dans son département d'origine, le Var, lors des élections législatives de mars 1986, qui se déroulent à la proportionnelle. 35 députés donc, de ce parti rejoignent le Palais Bourbon. À la même période, il se trouve que le même jour avaient eu lieu les premières élections régionales au suffrage universel direct, et du coup, Mme Yann Pia devient vice-présidente de la région et justement chargée des questions d'urbanisme. En 1988, donc après la réélection de François Mitterrand et la dissolution de l'Assemblée nationale, elle est la seule députée du Front National à retrouver son siège. Elle a permis, il y avait eu un accord tacite en fait avec la droite locale de ne pas entraver sa réélection. Mais il se trouve que c'était aussi à cette période qu'elle se fâche avec Jean-Marie Le Pen, c'est au moment où il prononce ces odieux calembours sur le point de détail de l'histoire et sur du rapport crématoire. Et elle décide de s'éloigner politiquement et même filièrement de lui, puisque Mme Yann Pia sera exclue du Front National en 1988. Et d'ailleurs, c'est à cette même époque, elle s'était à titre personnel déclarée favorable au projet de RMI à l'époque présenté par le Premier ministre Michel Rocard. Elle rejoint donc le Parti républicain. Et à l'époque, le leader du Parti républicain, qui était l'aile libérale de l'UDF, était François Léotard, qui était député maire de Fréjus depuis 1977. Et aussi à l'époque, s'il fallait, pour s'implanter dans le Var, il fallait avoir la bénédiction de Maurice Arex, qui était maire de Toulon de 1959 à 1985, puis ensuite président du Conseil général, puisqu'à l'époque on ne faisait pas encore conseil départemental du Var, jusqu'en 1994. D'ailleurs, lui-même se disait le parrain politique du Var, phrase qui lui a malheureusement coûté sa carrière ensuite. Mais dès la fin des années 80, Yann Pia dénonçait la collusion entre grand banditisme et hommes politiques dans le Var. Elle s'éloignera de Maurice Arex en raison de ses liens troubles avec des figures de milieu, nous en reparlerons plus tard dans la communication. D'ailleurs, en 1993, elle rejoint la commission d'enquête parlementaire présidée à l'époque par les députés UDF François Daubert et socialiste Bernard Gallet sur la pénétration de la mafia en France. Son activisme déplaît donc au sein de ce parti. Un an auparavant, en mars 1992, pressentie pour être menée la tête de liste UDF-RPR aux élections régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur, elle sera écartée. Et aux élections législatives de mars 1993, elle est réélue au bout d'une très âpre victoire, puisque les barons de la droite locale préféreront Joseph Cercia,
Mais finalement, après un meeting, une élection extrêmement difficile, elle est finalement réélue. D'ailleurs, le 16 mars 1993, le dernier meeting avant le premier tour sera perturbé par des partisans de Jose Sercia. En effet, dénonciatrice du clientélisme et des liens, on va dire, quasi organiques entre homme politique et figure de milieu, Yann Pia était alors à cette époque surnommé Yann d'Arc. Et après sa réélection aux législatives de mars 1993, elle avait d'ailleurs elle avait annoncé sa candidature à la mairie de Hyères-les-Palmiers en vue donc des élections municipales de 1995. En effet, si Yann Pia était devenu maire, elle souhaitait mettre un terme à l'urbanisation de la ville en souhaitant s'opposer à la fermeture des salines, car certains promoteurs voulaient faire de cet endroit une marina. Elle voulait aussi fermer le casino, autre vecteur de blanchiment d'argent, imposer un couvre-feu pour les bars situés sur le port en raison du trafic de drogue et affirmer son projet d'extension de l'aéroport. Elle avait d'ailleurs pris à la date du 1er mars 1994 un rendez-vous à la direction de l'aviation civile. Malheureusement, ce rendez-vous n'aura jamais lieu puisqu'elle sera assassinée le 25 février 1994. Il est donc certain que l'opposition à l'urbanisation des zones sauvages de la côte varoise pour blanchiment d'argent fut certainement l'une des raisons de son assassinat. Donc en premier temps, nous allons revenir sur l'enquête de sa mort, qui a permis de mettre en exergue les liens entre politique et grand banditisme dans le département du Var. Certainement, l'un des nœuds clés de cette affaire fut certainement la vente des terrains militaires dans ce département. En effet, Toulon, on sait, le Var accueille la très importante base militaire, et il y avait de nombreux terrains qui appartenaient à l'armée. Ces terrains étaient donc vierges de toute construction, et si ces terrains étaient mis en vente, constituaient une véritable aubaine pour les promoteurs immobiliers. D'ailleurs, de 1993 à 1995, au moment de l'assassinat de Yann Pia, le ministre de la Défense était M. François Léotard, et aussi député maire de Fréjus. D'ailleurs, la carrière politique de François Léotard dans le Var a pu décoller grâce à la bénédiction de M. Arex. En 1994, d'ailleurs, le ministre de la donc M. Léotard, en tant que ministre de la Défense et maire de Fréjus, a fait signer une convention avec le Conservatoire du Littoral afin que celui-ci prenne possession de 35 hectares. Le reste de la base militaire, qui représentait 70 hectares, avait été racheté par la commune de Fréjus. À cette époque, la presse avait relevé que ces terrains libérés devaient devenir des zones naturelles protégées, mais ouvertes à des activités de loisirs. D'ailleurs, à la même période, au début des années 1990, Maurice Sarek souhaitait une Silicon Valley à la Varoise, à l'image de Sophia Antipolis à Nice dans les Alpes-Maritimes. Ce projet aurait été baptisé Sophia Ester et aurait dû être situé sous le contrôle de Nathalie, sur les massifs de Puget-sur-Argens, en bordure d'autoroute, à moins de 50 km de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. L'idée avait d'ailleurs été lancée lors du comité interministériel d'aménagement du territoire qui s'était tenu à Mende en juillet 1993. Ces 800 hectares avaient été rachetés à 1 franc le mètre carré par des sociétés immobilières appartenant à un proche de Maurice Arex, Michel Hamed, qui, justement, afin d'implanter cette technopole. En fait, il s'agissait d'un renvoi d'ascenseur, puisque, comme je vous l'ai dit, c'était un proche de Maurice Arex, et ce promoteur immobilier voyait dans ce projet une importante source de revenus. René-Georges Lorrain, qui était à l'époque maire RPR de Saint-Raphaël et vice-président du Conseil général du Var, avait estimé que le projet de Sophia Esterel était le résultat de l'acquisition de terrains par des sociétés, en l'occurrence des Ciments français, et cette société en fait avait été rachetée par des hommes d'affaires italiens. D'ailleurs, à l'époque, un inspecteur des renseignements généraux avait estimé que quelque temps avant son assassinat en mars 1993, Jean-Louis Fargette, parrain du Var et ami de Maurice Arex, d'ailleurs Jean-Louis Fargette appelait Maurice Arex grand-père, s'intéressait justement particulièrement à ce projet de Sophia Esterel, mais aussi au projet des Ciments varois, qui déjà était détenu par des Italiens, et ainsi que l'extension de l'aéroport de Hyères. Le but, en fait, était le véritable bétonnage du port du Brégaillon, qui se trouvait en face des chantiers navals, qui comprenait notamment la rénovation de nombreux docks, donc nécessitant une quantité importante de ciment. Sophia Esterel, qui était située sur une zone comprise entre Draguignan et le bipôle Fréjus-Saint-Raphaël, aurait été une manne financière importante pour les groupes de BTP et de communication.
Mais justement, l'assassinat de Yann Pia peut être lié avec ce que certains nombre d'observateurs ont estimé, la justice avait un moment pensé, avec une autre affaire qui, aux premiers abords, n'a pourtant rien à voir. Il s'agit de la secte de l'ordre du Temple solaire. En effet, l'un des financiers de la secte, M. Giacobino, qui avait été retrouvé assassiné, qui avait été suicidé, s'intéressait justement à ces futurs projets immobiliers dans le Var. D'ailleurs, à l'époque, le conseil municipal de la ville de Hyères ainsi que le conseil général du Var avaient édité une brochure intitulée L'homme solaire. Et la manière de ce document était présentée, si on revoit les documents de l'époque, c'était de manière justement très ésotérique. C'était, en fait, le projet, c'était justement que la secte construise justement des biens immobiliers dans cette zone. D'ailleurs, dans le moment de l'enquête sur le Temple solaire, on trouvera dans le chalet de l'un des deux gourous, le Belge Luc Jouret, justement une brochure immobilière de ce futur projet immobilier. Et ça avait d'ailleurs été soulevé aussi lors du procès en 98. Et justement, l'affaire Yann Pia mettait en exergue justement la question de ces marchés publics. Et justement, puisque je l'évoquais, je parlais de Jean-Louis Fargette, qui justement était intéressé par cette future démilitarisation des terrains militaires, puisqu'en fait, Jean-Louis Fargette avait déjà remporté de nombreux marchés publics grâce à son amitié avec le président du département, M. Maurice Arex. D'ailleurs, Jean-Louis Fargette avait un petit surnom qui s'appelait La Savonnette, puisqu'il avait la particularité, c'est véridique. D'ailleurs, à titre personnel, M. Fargette n'aimait pas qu'on l'appelle La Savonnette, puisqu'il avait tendance à toujours pouvoir échapper à la justice. Et d'ailleurs, il s'était enfui. Il avait été convoqué par la justice, mais il ne s'était jamais rendu à la convocation. Il avait justement fui en Italie, et c'est là d'ailleurs où il sera assassiné en mars 1993. Justement, à propos de ces marchés publics, l'ancien sénateur-maire UDF de Toulon, M. François Trucy, évoquait justement ces fameuses pressions assassines dont étaient parfois victimes les élus. Sans citer de nom, l'ancien premier magistrat de la cité toulonnaise estimait que, on va dire, certains hommes d'affaires, et on va dire plutôt véreux, essayaient en permanence d'influencer, de connaître les informations importantes, d'être mieux placés que les autres. En effet, il estimait que ces gens-là étaient prêts à influer, soudoyer, surtout dans une période de situation économique difficile. Alors il ajoute, ce ne sont pas des tentatives d'intimidation, mais des contacts, des propositions, des arrangements au nom de l'amitié. En 1993, je l'évoquais au début de cette intervention, il y avait eu une commission d'enquête parlementaire qui, comme je l'ai dit, avait été présidée par deux députés, M. Daubert et M. Gallet, et justement avait mis en exergue ces liens entre notamment Jean-Louis Fargette, mais aussi d'autres personnes, et l'honorable société, c'est-à-dire la mafia italienne. En effet, ces marchés truqués avec commission occulte avaient profité à Maurice Arex, qui avait bénéficié de pots de vin d'une valeur à l'époque de plus d'1,5 million de francs. Aujourd'hui, ça ferait une somme, on va dire, de 170 000 euros, notamment sur le marché de l'école d'ingénieurs de Toulon, qui avait été baptisée Maison des Technologies. La Chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur avait insisté sur le dérapage budgétaire de la construction justement de cette Maison des Technologies, dérapage quand même d'une valeur de 150 millions de francs. En effet, une société qui avait été à l'époque filiale de la Compagnie Générale des Eaux avait versé un autre pot de vin, celui-ci de 2 millions de francs, à Maurice Arex puis au Parti républicain, 440 000 francs. Alors, Parti républicain, c'est un parti qui n'existe plus aujourd'hui, c'était l'aile droite libérale de l'UDF, avec des personnalités comme Madeleine Madelin, Gérard Longuet et François Léotard. Et ces virements avaient été adressés via un faux facturier, un chef d'entreprise. Alors cet assassinat aura eu de nombreuses conséquences politiques dans ce département, puisque à la fin de l'enquête sur la mort de Yann Pia, paraît à l'automne 1987 un livre qui fera de grand bruit, qui s'appelle Yann Pia, des assassins au corps du pouvoir, qui a été écrit par deux journalistes d'investigation, André Rougeau, qui était à l'époque journaliste au Canard enchaîné, et
Jean-Michel Verne, qui était à l'époque journaliste à François. Alors le François de l'époque, c'était encore un grand quotidien d'information, rien à voir avec le torchon complotiste qu'on peut trouver aujourd'hui sur Internet. Et Jean-Michel Verne était à l'époque spécial, et toujours aujourd'hui, il est journaliste reconnu dans les affaires concernant le sud de la France. Et à l'époque, ce livre a fait scandale puisque sous le sobriquet de Lancornet et de Trottinette, Jean-Michel Verne et André Rougeot avaient insinué que deux anciens ministres, Jean-Claude Gaudin et François Léotard, avaient été responsables de la mort de Yann Piat. Alors ce livre est vraiment considéré une tempête puisque le soir même, invité aux 20h de TF1, François Léotard avait dit, je le cite, que évidemment que le livre était un torchon, mais avait dit qu'accuser un ancien ministre d'assassinat méritait la peine de mort. Et Daniel Bilagan lui avait invité Jean-Claude Gaudin dans son journal, elle est de France 2, lui parlera d'un livre de Rago. Alors François Léotard avait donc saisi la justice, et la procédure à engager n'était pas une procédure pour diffamation, une procédure que les deux journalistes fassent la preuve de leurs accusations. L'avocat de M. François Léotard à l'époque était maître Feu Patrick de Védian, et qui était avocat de député, ancien ministre et avocat de profession. Et lors de l'audience du 10 octobre 1997, dans le tribunal correctionnel de Paris, les avocats des éditions Flammarion, qui avaient publié ce livre, avaient fait savoir que le contentieux en l'espèce relevait plus du délit pénal de la diffamation, donc relevant du tribunal correctionnel. Et d'ailleurs, je fais une petite rectification, j'avais dit tribunal correctionnel, l'audience avait lieu devant le tribunal des référés de Paris. Et justement, les défenseurs des éditions Flammarion avaient estimé que c'était un délit qui relevait du tribunal correctionnel, puisqu'il apportait une meilleure garantie pour les droits fondamentaux. Mais dans sa décision, c'est une décision qui est très rare, le tribunal de Paris avait estimé que le livre devait être retiré de la vente. Et finalement, le 28 octobre 1997, après une deuxième décision, cette fois-ci, le tribunal correctionnel de Paris avait décidé le retrait du livre sous peine d'une astreinte de 5 000 francs par infraction constatée si le livre était toujours en librairie. D'ailleurs, ensuite, les éditions Flammarion ont retiré le livre, ce qui est assez rare dans les affaires de presse et de littérature. En fait, ce que dénonçait ce livre, alors il y a certes les parties visant les deux ministres sont aujourd'hui totalement fausses, on sait que ce ne sont pas eux les deux responsables, mais en fait, il est certainement que les deux journalistes, et surtout André Rougeot, avaient été piégés par un homme qui se disait le général, et qu'en fait c'était le patron des renseignements généraux de l'époque, M. Bertrand, qui avait sans doute mis M. Rougeot sur une fausse piste, puisqu'en fait M. Bertrand était un très proche de Jacques Chirac, et il se trouve que M. Léotard avait soutenu l'adversaire, l'ami de 30 ans de Jacques Chirac, c'est-à-dire M. Balladur. Mais par contre, ce que tous les observateurs estiment véridique, par contre, dans une partie du livre, c'est les chapitres consacrés aux frères Saint-Sné. Alors les frères Saint-Sné, Christian était un assureur, et l'autre, et c'est surtout lui dont on va s'intéresser, c'est Fernand Saint-Sné, qui était un ancien membre du SAC, qui est devenu par la suite vacataire au conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et il avait été officiellement été chargé de mission à l'office régional de la mer. Mais en fait, c'était surtout un emploi fictif. Il faisait surtout les basses besognes pour la région. Et il a finalement été arrêté dans une affaire de raquette fiscale. Jean-Claude Gaudin réfutera toujours qui était à l'époque président du conseil régional de Provence-Côte d'Azur, réfutera toujours connaître cet homme. Et Saint-Sné gravitait dans des milieux, on va dire, pour le moins opaques, mais il estimait, selon lui, que beaucoup de marchés truqués permettaient de financer les caisses des partis politiques et surtout la droite de l'époque. Et il avait été évincé de son poste de vacataire, puisqu'il était tombé pour une affaire de raquette fiscale, et en 1994, il aurait dû comparer devant le tribunal correctionnel de Marseille, mais malheureusement, il ne se rendra jamais dans la juridiction puisqu'il l'a retrouvé suicidé avec son frère, asphyxié dans sa voiture, avec son frère.
la justice avait reconnu la thèse du double suicide. Mais en fait, ce qui était intéressant pourquoi je parle de cette affaire, parce qu'en fait, les affaires étaient liées, puisqu'en fait, Yann Pia avait remis des documents aux deux frères qui justement étaient en bisbille avec leurs parrains politiques. Et justement, Yann Pia voulait dénoncer le fait que la vente de ces terrains militaires, comme je l'ai dit, aurait bénéficié, et elle leur en aurait fait part aux deux frères pour que justement ils en fassent part à la justice, puisqu'à l'époque, Monsieur Fernand Sinsnay avait envoyé un courrier à M. Renaud Van Ruymbeck, le fameux juge d'instruction qui était à l'époque conseiller à la cour d'appel de Rennes, et d'ailleurs il avait mis dans cette lettre en en-tête « Si la vérité éclate, quel scandale !» Malheureusement, la vérité n'éclatera jamais, parce que les deux frères sont morts. D'ailleurs, on avait retrouvé chez eux des fausses cartes de police, surtout pour Fernand Sinsnay, des fausses cartes de police et même tenues de templiers, chacun. Mais ça c'était pour l'anecdote. Mais ce qui était par contre reconnu, c'est qu'il y avait un lien entre ces deux affaires, et notamment une affaire de marché, des affaires de marché public. Et cette affaire provoquera pour François Léotard la fin de sa carrière politique, parce que même si évidemment il a été reconnu tout à fait, il n'a jamais été accusé convoqué par la justice pour cette affaire, mais ça provoquera la fin de sa carrière politique. Et pour ce qui est justement de l'enquête de la mort de Yann Pia, le SRPJ de Marseille avait d'abord pensé qui avait été chargé de l'enquête, avait arrêté les deux jeunes hommes, Epifanio Pericolo et Denis Labadie, qui avaient perturbé son meeting en 1993. Mais en fait, les deux avaient un alibi, et l'alibi a été confirmé même par des gens qui n'étaient pas de leur entourage. Et en juin 1994, on a retrouvé deux jeunes hommes, Olivier Thomasson et Marco Di Caro, qui ont été ensuite mais il est certain que même si ces deux jeunes personnes ont été arrêtées, qui ont participé au meurtre, lors du procès qui s'est tenu devant la cour d'assises de Draguignan en 1998, beaucoup d'observateurs, des journalistes, ont estimé que, avec notamment le fameux patron de bar Gérard Final, qu'ils n'étaient que des commanditaires et que ils n'étaient que des exécutants, et que les commanditaires, eux, restaient dans l'ombre. D'ailleurs, lors du procès, Jean-Claude Gaudin et François Léotard étaient venus témoigner, et le maire de Marseille de l'époque, M. Gaudin, avait estimé que certainement Yann Pia avait contrarié des projets, notamment en matière d'urbanisme. En fait, l'affaire Yann Pia s'inscrit de manière plus dramatique dans la révélation de ses affaires politico-financières dans les années 90. En effet, avec les lois de décentralisation votées dans les années 80, des responsables des exécutifs territoriaux à l'époque s'étaient retrouvés dégagés de toute tutelle de l'État. De plus, l'avènement de la région comme collectivité territoriale de plein exercice élue au suffrage universel a entraîné l'apparition de nouvelles élections. Et dans un contexte marqué par le développement de la communication politique dans les années 80, les campagnes électorales ont coûté de plus en plus cher. Par conséquent, afin de financer des campagnes électorales dans un contexte de dérégulation de l'économie, certains élus locaux se sont donc tournés vers des moyens opaques. Alors évidemment, il y a la création de bureaux d'études aux missions non définies, et aussi malheureusement au marché truqué. Et évidemment, le fait que des terrains vierges soient devenus constructibles avait malheureusement été, à l'époque dans le Var, une aubaine pour des hommes politiques, des hommes d'affaires et des mafieux, que Jean-Michel Verne avait d'ailleurs bien résumé, réunis en comité d'affaires pour justement bétonner des zones vierges en construisant notamment des marinas de luxe. Et par conséquent, la conséquence d'ailleurs, Maurice Arec sera d'ailleurs placé en détention provisoire dans l'affaire, rien à voir dans cette affaire de marché public. Il a été condamné à plusieurs reprises et l'ancien sénateur est mort à 84 ans en 2001. Je vous remercie pour votre attention.